Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo exceptionnelle dans laquelle on va parler d'Oracle, l'intelligence artificielle sur laquelle j'ai passé des centaines d'heures de travail ces derniers mois. Oracle est le premier programme d'échecs capable de jouer comme un humain de n'importe quel niveau à n'importe quelle cadence. Elle peut par exemple jouer comme un super grand maître à 2800 Elo en partie longue ou comme un joueur amateur à 1000 Elo en blitz. Travailler sur Oracle m'a fasciné à de très nombreuses reprises et a changé ma vision de l'intelligence artificielle et aussi ma vision du jeu d'échecs. Alors cette vidéo va être longue, mais j'espère que vous trouverez cette exploration de l'intelligence artificielle aux échecs aussi passionnante que moi. Afin que vous fassiez connaissance avec Oracle, on va voir quelques exemples et le premier d'entre eux, c'est cette fameuse dernière partie du championnat du monde 2023 entre Nepo avec les blancs et Ding Liren avec les noirs. Je rappelle que c'était un rapide de départage. Le vainqueur de cette partie va être sacré champion du monde. D'après Stockfish, cela dit, il n'y aura pas de vainqueur parce que cette position est 0-0-0 après fou prend G7 et un autre coup H5 permet également de conserver l'égalité. Que prédit Oracle dans cette position? Pour le savoir, je vais copier le PGN dans mon terminal, appuyer sur End et en 2 secondes, elle va donner ses prédictions qui s'affichent à l'écran. Dame C7 est d'après elle le coup le plus probable, même si c'est une gaffe. Elle lui donne 39% environ de chance d'être jouée. Dame F7 est le deuxième coup le plus probable avec 26% environ de chance d'être joué. H5 qui est un bon coup mais pas le meilleur est le troisième coup le plus probable avec environ 14% de chance d'être joué. Et Fou prend G7 qui est bien le meilleur coup n'a que 11% environ de chance d'être joué. Vous voyez également qu'elle donne des évaluations pour chaque coup et pour la position actuelle. Ces évaluations ne sont pas en centipions, on y reviendra. Elles sont en score attendu, expected score, c'est-à-dire si on fait jouer 100 parties entre 100 joueurs du niveau de Nepo avec les blancs face à 100 joueurs du niveau de Ding Liren avec les noirs en cette cadence rapide, Oracle s'attend à ce qu'il n'y ait pas du tout 50-50, mais 20-80, 80 pour les noirs et que les blancs scorent donc seulement 20 points. Qu'est-ce qui s'est passé dans la partie? Eh bien, Nepo a joué le coup le plus probable d'après Oracle, Dame C7, coup perdant et a perdu cette partie. C'est comme ça que Ding est devenu champion du monde. Prenons un autre exemple, fictif celui-là, une partie classique jouée entre Magnus Carlsen avec les blancs et Garry Kasparov avec les noirs. Et imaginons que Magnus tente le mat du berger face à Kasparov. Alors que va nous prédire Oracle? Je copie le PGN dans mon terminal, je tape End et elle nous donne G6 avec 99,68% de chance d'être joué et Dame 7, le deuxième coup le plus probable avec à peine 0,28% de chance d'être joué, est un coup douteux, nous dit-elle. Cavalier H6, une erreur à peine 0,05% de chance d'être joué. Donc ça, c'est le mat du berger au niveau Carlsen versus Kasparov. Maintenant, imaginons la même partie, mais jouée cette fois-ci entre Jane, classé 608 Elo, et John, classé 602 Elo. Je copie ce nouveau PGN dans mon terminal, End, et Oracle va nous faire ses prédictions qui sont bien différentes. Certes, G6 reste le coup le plus probable, mais cette fois-ci, elle lui donne même un point d'exclamation. Bon coup G6 avec seulement 59% de chance d'être joué. Cavalier F6, la gaffe si fréquente au niveau débutant qui évidemment avait 0% de chance d'être joué par Garry Kasparov, cette fois-ci se retrouve avec plus de 29% de chance d'être joué. Et le coup Dame 7 n'est plus douteux, c'est un bon coup. Si c'est un débutant qui le fait, on ne va pas lui dire qu'il a fait une erreur, mais plutôt un
bon coup. Donc comme vous le voyez, Oracle s'adapte au niveau des joueurs et également à la cadence de jeu pour faire ses prédictions, mais également pour évaluer les coups et les annoter. Imaginons maintenant une partie de blitz entre Daniil Duboff avec les blancs et Jan Nepomniachtchi avec les noirs, dans laquelle Daniil ouvrirait par cavalier C3 et Nepo répondrait cavalier C6. Que nous prédit Oracle dans cette position? And je la lance, elle nous fait ses prédictions. E4 est le coup le plus probable, pas le meilleur, mais le plus probable avec environ 46% de chance d'être joué. D4 est le meilleur coup, donc ça c'est en accord avec ce que nous dit Stockfish, mais c'est seulement le deuxième coup le plus probable avec 35% de chance d'être joué. Et cavalier F3, troisième coup le plus probable avec environ 16,50% de chance d'être joué. Ça c'est dans cavalier C3, cavalier C6, au premier coup. Maintenant, rappelons-nous cette partie qui a fait scandale, et je trouve à raison, entre Daniil et Yann au championnat du monde de Blitz 2023 en décembre. Les deux joueurs avaient arrangé le match nul avant la partie, ce qui est évidemment interdit, mais en plus, au lieu de faire une berlinoise et de répéter les coups et de faire nul où personne n'aurait rien dit, les joueurs se sont moqués du monde, on peut le dire, en jouant cette partie, et donc ils ont obtenu cette position là. Et donc pour Stockfish, ça ne change strictement rien, c'est la même position. Mais que va nous prédire Oracle dans cette nouvelle position? Avec la suite de coups, elle comprend que le coup le plus probable, vu l'historique des coups joués, c'est cavalier B1, même si c'est un mauvais coup, elle lui donne 71% de chance d'être joué, et c'est effectivement le coup qu'a joué Daniil. Et maintenant, si on la lance dans cette nouvelle position, je copie, si j'arrive, le PGN dans mon terminal, je tape AND, et voilà, elle nous dit que c'est cavalier B8 avec cette fois-ci 92% de chance d'être joué, et c'est effectivement le coup joué par Nepo avant que les joueurs aient conclu la nulle, sauf que nul arrangé égale partie perdue, et donc il y a eu 0-0. Donc vous voyez que à partir du moment où quelqu'un de malin qui a l'habitude du jeu d'échecs pourrait reconnaître un pattern et prédire intelligemment le prochain premier coup, même si c'est pas du tout le meilleur, Oracle va pouvoir le prédire également. Oracle a le potentiel de révolutionner plusieurs domaines du jeu d'échecs, et le premier d'entre eux, c'est la retransmission de parties en direct. Rappelez-vous le tournoi des candidats 2024, la dernière ronde, c'est la dernière partie encore en jeu. Fabiano Caruana avec les blancs face à Jan Nepomniachtchi avec les noirs. Et si l'Américain remporte cette partie, il jouera un match de départage contre Gukesh pour savoir qui sera le challenger au titre de champion du monde. D'après Stockfish, on peut être plus que confiant dans les chances de Fabi. En effet, il y a deux coups totalement gagnants. Tour D1 plus 3,65. Tour E1 plus 3,51. Donc c'est bon, la victoire est acquise à Caruana. Mais imaginez qu'on lance Oracle dans les conditions du direct. Donc je copie le PGN jusqu'au coup 59 qui va être joué. Et là, on se rend compte que rien n'est clair. En effet, le score attendu des blancs, c'est seulement 59,29. Et le coup le plus probable, c'est tour C7, qui est une gaffe avec près de 63% de chance d'être joué. Le meilleur coup, tour D1, n'a que 16% de chance d'être joué. Et le troisième coup le plus probable, c'est même pas tour E1 qui gagnerait aussi, c'est tour C3, une autre gaffe. Qu'a joué Fabi? Eh bien, tour C7, échec, comme attendu, et la partie, après encore des péripéties d'ailleurs, s'est conclue par le match nul. Oracle a également le potentiel de bouleverser la manière de se préparer dans les ouvertures. Imaginez que vous veniez de trouver une nouveauté théorique, vous n'êtes plus obligé de regarder uniquement les meilleurs coups d'après Stockfish, mais Oracle peut vous donner en plus les coups que vos adversaires ont le plus de chances de vous jouer dans la position. Également, on peut utiliser Oracle
pour créer des bots, des sparring partners qui joueraient effectivement comme des humains de n'importe quel niveau, qu'ils soient tout débutants, joueurs de club ou super grands maîtres. Et enfin, on peut utiliser Oracle pour complémenter des systèmes de détection de la triche déjà existants. Ça, c'est par exemple le profil Chess.com d'une personne qui a été bannie pour avoir triché, mais elle a pu tricher pendant des dizaines et des dizaines de parties durant des mois et des mois. Prenons juste une partie en exemple. Elle a les noirs dans cette position. Son dernier coup, c'était F5 attaquant la dame. Et son adversaire, peut-être par étourderie, peut-être par dépit de jouer contre quelqu'un qui suspectait de tricher, a joué cavalier A3. Je pense que l'écrasante majorité des joueurs et des joueuses joueraient F prend G4, prenant la dame. Et effectivement, si on demande son avis à Oracle, elle nous prédit F prend G4 avec 94% de chances d'être joué, tandis que Fou prend G2 échec a seulement 1% de chances d'être joué environ. Sauf que, d'après Stockfish, F prend G4 fait mat en 13 coups uniquement, tandis que Fou prend G2 échec fait mat en 11 coups et c'est donc le meilleur coup. Qu'a joué la personne avec les noirs? Eh bien, Fou prend G2 échec, le meilleur coup d'après Stockfish, mais un coup très peu probable pour un humain. Si on flash forward 2 coups plus en avant, dans cette position dame d'échec, tour 1, je pense que quasiment tout le monde, grand maître y compris, jouerait dame prend échec, et ensuite dans cette position, par exemple, ce mat. Sauf que dame prend échec ne fait que mat en 3 coups, là où tour F1 fait mat en 2 coups. Si on demande son avis à Oracle, elle nous dit que le coup le plus probable est de très loin dame prend E1 avec 96% de chance d'être joué, tandis que tour F1 échec a seulement 2% de chance d'être joué. Sauf que vous l'aurez compris, qu'a joué la personne avec les noirs, tour F1 échec, et il y a eu ce joli mat, qui était donc le mat le plus rapide. Donc comme on voit, Oracle peut nous aider à suspecter des personnes. Évidemment, on va bannir personne après seulement 2 coups bizarres sur une seule partie, mais ça peut red flag, comme on dit, quelqu'un. Et si ensuite la suspicion est confirmée par d'autres méthodes de triche, on pourrait bannir sûrement plus rapidement quelqu'un qui tricherait. Évidemment, il y a un revers de la médaille et il est assez important, c'est que Oracle pourrait être utilisé pour tricher avec énormément de guillemets intelligemment. À ce moment-là de la vidéo, vous vous dites peut-être, ok, tes exemples, ils sont intéressants, ils sont surprenants, mais c'est toi qui les as choisis, alors comment être sûr que Oracle marche vraiment de manière générale sur beaucoup de parties? Alors pour répondre à cette question, je vais m'enlever de la vidéo et on va aller sur mayachess.com. Maya, c'est la référence, en tout cas jusqu'à Oracle, en termes de modules jouant comme des humains, de modules d'échecs jouant comme des humains. Maya a été créé par une équipe d'universitaires américains et vous voyez sur leur homepage une stat dont ils sont très fiers, la Move Matching Accuracy, qu'on peut traduire par le taux de prédiction de chacun de ces modules, c'est-à-dire que sur l'ensemble de parties qui sont fait analyser par Stockfish, Lila et Maya, l'ensemble de ces parties réellement jouées par des joueurs humains amateurs sur Lichess, classés entre 1100 et 1900 Elo, les joueurs ont joué le premier coup de Stockfish moins de 40% du temps, le premier coup de Lila environ 45% du temps et le premier coup de Maya plus de 50%, environ 52% du temps. Donc on va garder ce taux de Move Matching Accuracy de 52% et voir ce que ça donne chez Oracle. Je lui ai fait analyser plusieurs ensembles et là j'en ai gardé 6 des ensembles de parties couvrant un peu tous les niveaux. Donc là j'ai mis la référence Maya avec son taux de 52%. Et sinon on a
Partie rapide jouée à 900 Elo sur chess.com. Partie de Blitz jouée à environ 2000 Elo sur Lichess. Là, c'est les 10 derniers boulettes en 1+1 entre Magnus et Naka sur chess.com. Là, c'est les 10 derniers Blitz en 3+1 entre Magnus et Naka sur chess.com. Ça, c'est mes 10 dernières parties classiques. Et là, on a toutes les parties du dernier championnat du monde entre Ding et Nepo. Donc en orange, on a le taux de prédiction de Stockfish. Donc les joueurs amateurs ont joué le coup de Stockfish environ 40% du temps. Et vous voyez, plus le niveau ou la cadence, dans mon cas, augmente, plus le taux est très élevé, jusqu'à atteindre environ 60% de premier coup de Stockfish joué au championnat du monde. Moi, je dois être à environ 56%, etc. Et puis, pour les joueurs amateurs, on retrouve le taux donné par l'équipe de Maya Chess, à savoir moins de 40%. C'est ce qu'on retrouve ici. Sauf que pour chacun de ces ensembles, Oracle a un taux extrêmement élevé. Ça va de 56% pour ces parties à 62,5% de taux de prédiction réussi pour le championnat du monde. Et par exemple, pour Naka versus Magnus en blitz sur chess.com, on est à 61,5%, donc bien au-delà des taux de Maya. Et comme vous le voyez, c'est pas limité aux joueurs amateurs entre 1100 et 1900 Elo, mais ça couvre l'ensemble de tous les joueurs humains, des tout débutants jusqu'au super grand maître, des parties de boulettes aux parties classiques. Vous vous demandez peut-être également si vous pouvez accéder à Oracle. Et la réponse rapide, c'est oui, mais. Oui, car même si j'ai passé des centaines d'heures de travail et que j'investis pas mal d'argent, alors que en tant que joueuse, entraîneuse pro, j'ai des ressources financières plus que limitées, j'ai décidé de rendre Oracle open source, donc un accès libre et gratuit. Mais Oracle n'est pas encore disponible sous la forme d'un fichier exécutable et user-friendly, donc vous pouvez télécharger le code source et l'exécuter sur un compilateur à partir de mon GitHub, les liens dans la description, mais il y aura encore beaucoup de travail à faire avant que Oracle soit accessible au grand public. C'est un des buts de la vidéo, d'attirer des chercheurs, des développeurs qui seraient prêts à collaborer pour rendre Oracle accessible à tous et toutes gratuitement et librement. La grande question, c'est comment Oracle fonctionne-t-elle? Mais pour y répondre, il faut d'abord répondre à la question suivante. Comment les humains réfléchissent-ils aux échecs? Et pour ça, je vais convoquer les plus grands noms du jeu. D'abord, Garry Kasparov, qui nous explique, c'est d'abord l'intuition, ensuite le calcul. Magnus Carlsen va dans le même sens quand il affirme « Normalement, je fais ce que l'intuition me dit de faire. La plupart du temps de réflexion est juste de la vérification. » Et enfin, Vishy Anand définit l'intuition ainsi. L'intuition aux échecs peut être définie comme le premier coup qui vient à l'esprit quand on voit la position. Donc il y a vraiment consensus des plus grands joueurs d'échecs de tous les temps pour nous dire que, en tout cas à leur niveau, c'est d'abord l'intuition et ensuite dans un deuxième temps une phase d'analyse. L'intuition peut parfois paraître mystique et certains joueurs en ont joué, par exemple José Raúl Capablanca quand il affirmait « Je ne calcule qu'un coup à l'avance, mais c'est toujours le meilleur ». En fait, il n'y a rien de mystique dans l'intuition, il n'y a même pas besoin de génie inné. L'intuition, c'est juste l'autre nom pour la reconnaissance de pattern. Donc, en résumé, aux échecs, on a la réflexion humaine qui est égale à l'intuition plus l'analyse. Et donc l'intuition, c'est la reconnaissance de patterns inconsciente et sans effort. L'analyse, c'est l'ensemble des processus conscients et laborieux visant à vérifier, corriger ou complémenter l'intuition. Aux échecs, l'analyse, ça désigne aussi bien le calcul que la formulation de plans, que l'application d'une méthode, méthode Dorfman, méthode Silman, méthode Kotov ou autre. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à l'intuition d'une personne? Daniel Kahneman, le prix Nobel d'économie, nous expliquait dans son best-seller Système 1, Système 2 que l'intuition d'une personne a plus de chances d'être correcte si le domaine est prédictible.
le jeu d'échecs est prédictible car il est régi par des règles immuables, mais par exemple, les jeux de casino sont aléatoires et donc si au casino vous jouez à la roulette et que vous avez l'intuition que rouge va tomber, votre intuition ne vaut rien. Il faut également que la personne soit entraînée, donc on peut faire confiance à l'intuition d'un grand maître mais pas à celle d'un débutant. Et enfin, il faut avoir reçu un feedback dans l'entraînement. C'est pour ça que quand vous résolvez un exercice aux échecs, vous vérifiez ensuite si vous aviez bon ou pas. Pour mieux comprendre les pouvoirs mais aussi les limites de l'intuition, on va regarder quelques exemples. Le premier d'entre eux, il est assez facile, en tout cas si vous êtes habitué aux puzzles. Les noirs jouent et font mat en 2 coups par dame-jeun échec sacrifice de dame, forçant le mat à l'étouffer. C'est le premier pouvoir de l'intuition, elle nous permet de trouver instantanément des tactiques, des combinaisons, si et seulement si elles correspondent à des patterns connus. Ce fameux dame-jeun, échec, tour prend jeun, cavalier F2, c'est du vu et revu, il y a des milliers et des milliers et des milliers d'exemples similaires. Deuxième pouvoir de l'intuition, elle nous permet dans des positions calmes et tranquilles, si elle ressemble à quelque chose de connu, de trouver le meilleur coup positionnel. Ici, on a une italienne typique, et dans l'italienne, il y a plein de coups qui sont typiques comme H3, comme Tour E1, comme Fou C2, etc. Mais ils ont déjà tous été joués. Il ne reste plus comme coup typique que Cavalier F1. C'est le meilleur coup, c'est le coup qui a été joué dans cette partie par Movsession, c'est le coup qui est joué sur Lichess 85% du temps et c'est le coup qui est joué dans la base Masters 100% du temps. Cette position, elle est plus complexe peut-être, elle peut laisser des joueurs de club assez perplexes et pourtant 100%, donc 2 sur 2 dans la base Masters et 97% des joueurs sur Lichess ont trouvé la meilleure idée, à savoir fou prend cavalier F6 et sur fou prend F6, fou D5 pour échanger maintenant les fous de case blanche et terminer avec un cavalier monstrueux en D5 face au mauvais fou. C'est une brillante idée positionnelle et on peut se poser la question de comment est-ce que des joueurs sont capables de la trouver quasiment instantanément en blitz, voire en boulette. La réponse, c'est que cet échange, cette série d'échanges même, est connue. Elle correspond à des patterns très classiques, notamment un des premiers à l'avoir joué, c'est le jeune Bobby Fischer. Il avait 15 ans quand dans cette partie, il a joué fou prend F6, fou prend F6 et fou D5 pour terminer avec bon cavalier contre mauvais fou et gagner une brillante partie très connue. Mais l'intuition a des énormes limites. La première de ces limites, c'est que dans les positions atypiques, notre intuition ne vaut rien. Ici, c'est un mat en un coup que j'ai composé. Les blancs jouent et font mat en un coup et je l'ai composé exprès pour que tous les coups intuitifs, tous les coups qui viennent le plus rapidement à l'esprit soient mauvais, ne se fassent pas mat en un. Dame G7, échec et mat, ah bah non, on est cloué. F7, échec et mat, ah bah non, il y a Dame prend F7. Tour prend B8, échec et mat, non, il y a cavalier C8. Tour G3, échec et mat, non, il y a roi prend H8. Cavalier H6, ah bah non, roi prend H8 aussi. Cavalier E7, non, roi F8. Fou prend B3, non, fou D5. Et donc, en général, sauf si vous êtes habitué au problème d'échec et dans ce cas, cette position devient typique, mais si vous êtes même un bon joueur de club à 1800-2000 Elo, mais que vous n'avez pas l'habitude de résoudre des problèmes d'échec, c'est souvent le dernier coup qui vient à l'esprit qui fait mat, à savoir Dame G3, échec et mat. C'est bien mat en un coup. Autre limite de l'intuition, c'est qu'elle ne nous permet pas de trouver des combinaisons complexes qui impliquent quasiment l'ensemble des pièces de l'échiquier. C'est peut-être la combinaison de l'année 2024. Magnifique combinaison trouvée par Salem face à Fedoseyev. Les noirs jouent et gagnent. Vous l'avez peut-être déjà vu, on va vite fait la voir. Tour prend B3, sacrifice de tour. A prend B3. Tour A8, menace mat. Le roi s'échappe pour pouvoir bloquer avec le fou. Et maintenant, sacrifice de dame. Dame prend H5. Échec au roi, il bloque avec le fou, mais maintenant sacrifice de la tour à nouveau. Abandon dans cette position. Pourquoi? C'est mat forcé en quelques coups. Le fou vient ici, on pousse le pion, on promeut avec échec, on fait un nouvel échec et on finit par mat. C'est une combinaison
extraordinaire, mais elle est introuvable par l'intuition. Alors vous pouvez vous dire, mais pourquoi? Parce que maintenant que je connais cette combinaison, si j'obtiens une position similaire mais légèrement différente, eh ben, je peux la trouver intuitivement vu que je connais le pattern. Il y a un énorme problème à ça. C'est que comme l'ensemble des pièces est impliqué dans cette combinaison, le moindre changement produit un effet papillon qui fait que l'évaluation de la position et l'évaluation de tour en B3 peut changer radicalement. Pour être plus clair, imaginons un changement en apparence anodin. Je mets le pion C5 en C6. Voilà, c'est la seule différence. Maintenant, dans cette position, tour prend B3 est un mauvais coup. Pourquoi? Parce qu'il y a A prend B3, tour A8. Si jamais les blancs jouent roi D1 comme dans la partie, le sacrifice de dame gagne à nouveau. Mais parce que ce petit changement en fait d'énormes conséquences, le pion n'est plus en C5, le fou peut venir se sacrifier en A7. C'est quoi cette idée très étrange? Tour prend A7, maintenant la troisième rangée est libérée, il y a dame prend D3 et tour 1 ne fait plus qu'un échec, roi C2, sur échec à nouveau, roi B1, échec à nouveau, roi C1, il n'y a plus d'échec et on peut abandonner. Donc c'est une des limites de l'intuition dans les positions où les combinaisons sont très complexes, elles ne sont trouvables que par le calcul, vu qu'on ne peut pas avoir de position similaire dans laquelle la même combinaison marcherait. Et c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que parfois, on a des positions qui ressemblent à quelque chose de connu, des positions qui semblent typiques, où un coup nous vient intuitivement, mais ce coup est une gaffe énorme. Ça, c'est un blitz entre Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura, joué en Tactical Tuesday sur chess.com. Naka a joué H6, gaffe énorme, laissant ce mat en un coup. H6, c'est un coup naturel, parce qu'on veut chasser ce cavalier G5 qui nous gêne. Et d'ailleurs, Magnus n'a pas trouvé le mat en un coup, ce qui paraît hallucinant, mais a joué cavalier E4, a fini quand même par l'emporter. Donc ça, c'est la pire des limites de l'intuition. Dans les positions qui nous semblent être typiques, parfois on va jouer des gaffes énormes, et donc même un super grand mat, s'il pouvait jouer que intuitivement, que instantanément, ne ferait pas le poids face à un bon joueur de club, parce que la plupart du temps, il jouerait mieux que lui. Peut-être sur 19 coups, il va jouer mieux que lui, il va jouer les mêmes coups qu'il aurait joué en partie longue, mais le 20e coup serait une gaffe énorme. Si on rate un mat en un ou si on donne notre dame en un coup, ben on va perdre la partie. La meilleure idée pour créer un programme d'échecs qui joue comme un humain, c'est de reproduire la réflexion humaine, à savoir intuition plus analyse. Et l'idée innovante derrière Oracle, c'est d'utiliser GPT pour la partie intuitive. Alors j'ai fait une vidéo sur les prouesses échiquiennes de GPT, mais si jamais vous ne l'avez pas vue, vous vous dites peut-être non mais attends Yosha, j'ai vu d'autres vidéos, par exemple celle d'Hikaru, et je sais très bien que GPT est totalement nul aux échecs. Par exemple là, Hikaru a les blancs contre GPT, il joue cavalier prend e5, et GPT lui répond, et ben moi aussi cavalier prend e5. Pas cavalier prend e4, un coup légal, mais cavalier prend e5, un coup illégal. Et quand j'avais vu cette vidéo il y a environ un an, j'étais pas surprise, car je voyais les LLM, les fameux Large Language Models, comme des perroquets stochastiques, c'est-à-dire des prédicteurs de texte dont la fonction est de prédire le prochain caractère d'un texte qu'on leur soumet de manière probabiliste et, pour ce qui est du jeu d'échecs, par chance et par répétition, en début de partie, ils peuvent prédire quelques bons coups, mais ensuite, inéluctablement, ils vont prédire soit un coup totalement insensé, soit même un coup illégal. C'était la vision consensuelle jusqu'il y a quelques mois, quand un chercheur en informatique, Grant Slatton, a tweeté ceci, à savoir que bien utilisé, bien prompté, GPT peut jouer aux échecs jusqu'à environ 1800 Elo. Son idée brillante, c'est quoi? Si on reprend par exemple le fameux Dame G1 échec ici, on va utiliser GPT non pas en mode chatbot, mais en mode complétion de texte. Et on va lui coller le PGN de la partie jusqu'au coup qu'on veut lui faire prédire, jusqu'au 24e coup des noirs. Je lui demande là les 4 prochains caractères et il va écrire quoi? Queen to G1 check, à savoir Dame G1 échec. Ces résultats de Grant Slatton ont été confirmés par d'autres chercheurs, notamment le bon joueur d'échecs, Maître Fidé, et professeur d'université en informatique, Mathieu Hacher, un Français,
qui a évalué, lui, GPT environ 1750 Elo, tout en précisant bien que GPT faisait des coups illégaux d'environ 16% des parties. Alors, dit comme ça paraît pas ultra impressionnant, encore moins utile, hein. Un programme d'échecs qui joue comme un joueur de club moyen, mais qui en plus fait des coups illégaux dans 16% des parties, ça paraît pas révolutionnaire. Sauf que moi, ça m'a fasciné qu'un prédicteur de texte puisse jouer aussi bien quand même aux échecs. Je trouvais ça délirant. Ça a soulevé beaucoup de questions. Par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'il a compris les règles du jeu d'échecs alors qu'on ne lui a jamais appris directement? Est-ce qu'on peut dire même qu'il a compris des grands principes du jeu d'échecs, des principes stratégiques et tactiques, sans qu'évidemment, là encore, on lui ait appris? Est-ce qu'on peut même dire qu'il a une représentation en interne de l'échiquier? Alors moi, j'ai pas du tout les réponses à ces questions, je ne vais pas le prétendre, mais par exemple, pour ce qui est de la représentation en interne de l'échiquier, un chercheur, Adam Carvonen, a publié cet article dans lequel il affirme que des LLM nourris de millions de parties ont bien une représentation de l'échiquier. D'une certaine manière, on peut dire qu'ils voient, qu'ils imaginent l'échiquier en interne. Et donc j'étais littéralement subjugué par cette capacité de GPT à bien jouer aux échecs. Je lui ai soumis des milliers de tests, dont ceux que j'ai déjà mentionnés dans ma première vidéo, et j'ai fini par comprendre qu'on pouvait comparer GPT à un super grand maître à qui on dirait: voici le PGN d'une partie d'échecs, à ton avis, quel est le prochain coup? Mais ce super grand maître devrait répondre instantanément, c'est-à-dire intuitivement. Et attention, on ne lui demande pas qu'est-ce que lui, super grand maître, jouerait dans cette position, mais à son avis, qu'est-ce que le joueur au trait, donc là, les noirs classés 1727 Elo, jouerait. Et le super grand maître répondrait ici, dame G échec. Sauf que GPT peut faire encore mieux, parce que GPT, à chaque token, il associe une probabilité. Un token, c'est un caractère ou un groupe de caractères. Donc là, par exemple, il est quasiment sûr et certain à 97,58% que le prochain caractère sera un Q pour Queen. Mais vous voyez que le N de cavalier a 1,45% de chance d'être le prochain caractère. Si on met le N dans le texte et qu'on lui demande de prédire la suite, il va prédire cavalier F2 échec. Donc dans cette position-là, il pense de très loin que dame G1 échec est le coup le plus probable et cavalier F2 échec est le deuxième coup le plus probable. Évidemment, c'est une gaffe. Et donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit qu'on pouvait créer un programme d'échecs qui jouerait comme un humain en associant les prouesses de GPT aux prouesses de Stockfish. Bon, le seul petit problème, c'est que j'avais jamais codé une seule ligne de code de ma vie, et donc j'ai dû apprendre les bases. Je me suis lancé avec évidemment l'aide de GPT, et voilà. Et donc après des centaines d'heures de travail, j'ai fini par créer Oracle qui utilise Stockfish pour la partie analyse et modifie les probabilités données par GPT. Pour le comprendre, on va prendre quelques exemples et les donner à une version modifiée d'Oracle qui donne à la fois ses probabilités définitives et celles de GPT. Donc dans le fameux Dame G1, Oracle va nous donner 99,83% de chances que le joueur ayant les noirs classés 1727 trouve Dame G1, là où GPT donne 98,10%. Donc dans les positions intuitives, GPT est déjà excellent tout seul. Si on lui donne l'exemple du cavalier F1 maintenant, on va voir qu'il faut juste que j'arrive à copier le PGN et Oracle nous donne 97,48% de chance que cavalier F1 soit le coup joué, là où GPT donne déjà 96,81%. Donc dans les positions intuitives, Oracle ne modifie que à la marge les probabilités données par GPT. Là où c'est plus intéressant, c'est dans les positions contre-intuitives. Si on reprend par exemple le fameux H6 joué par Hikaru Nakamura en blitz face à Magnus Carlsen, que nous dit Oracle et que nous dit GPT. Oracle nous dit que H6 avait seulement 15% environ de chances d'être joué, là où GPT nous donne 61% de chances que H6 soit joué. D'après Oracle, c'est fou D6 le coup le plus probable en blitz. Mais là où c'est intéressant, c'est que Oracle modifie les probabilités de GPT en fonction de plein de facteurs. Le niveau du joueur, la cadence,
Est-ce que le coup est une erreur? Si oui, est-ce que c'est une erreur grave ou non? Est-ce que le coup mène au mat? Si oui, en combien de coups? Etc. Donc par exemple, si on prend la même position, mais on lui dit cette fois-ci que c'est du boulette. Donc je copie le PGN modifié pour lui dire que c'est du boulette. Et là, cette fois-ci, Oracle donne 31% de chance que H6 soit joué. Et fou D6 n'a plus que 39% de chance. Si on lui dit maintenant que c'est une partie classique, donc je copie le bon PGN en partie classique, and Oracle va nous donner cette fois-ci fou D6 avec 82% de chance et le coup H6, la terrible gaffe qui laisse mat en 1, n'apparaît même plus dans le top 3 des coups les plus probables. Prenons un nouvel exemple avec cette partie de Blitz jouée entre un joueur à 2153 avec les blancs et un joueur à 2077 avec les noirs sur les chess. Les noirs viennent de jouer Dame C2 menaçant échec et mat et les blancs ont répondu tour des deux par le mat attaquant la dame. Ratant mat en 2 coups, il y avait dame prend un chat, échec, sacrifice de dame, fou prend un chat et mat elle étouffée. Alors dit comme ça fait penser au dame jeun échec de tout à l'heure, mais le dame jeun échec est un pattern ultra connu. Ce dame prend un chat est connu, mais beaucoup moins. Du coup, il est beaucoup moins intuitif, surtout quand l'adversaire nous menace mat. Alors si on demande son avis à Oracle et GPT en disant que c'est bien le vrai joueur à 2153 qui a les blancs. Elle nous dit que tour des deux a 28% de chance d'être joué, c'est le coup le plus probable, cette gaffe, et GPT confirme avec 31% de chance que tour des deux soit joué. Mais là où les deux diffèrent nettement, c'est que d'après Oracle, dame prend un chat a 23% de chance d'être joué, là où GPT ne lui donne que 0,28% de chance d'être joué. Donc d'après GPT, c'est quasiment impossible que dame prend un chat soit joué par ce joueur à 2153 Elo. Maintenant, on va modifier le classement Elo et dire que c'était en fait un joueur à 1453 Elo qui avait les pièces blanches. And hop, je lance Oracle, cette version modifiée, et donc là, cette fois-ci, avec un joueur à 1453 Elo, Oracle nous donne dame prend un chat qu'en 5e coup le plus probable, avec 12% de chance d'être joué. Et pour GPT, ça n'a pas changé. C'est toujours c'est 0,28, c'est 0,29, même ce qui est d'ailleurs un peu illogique, mais c'est toujours la même probabilité. Et tour des deux, cette fois-ci, est passé à 30% de chance d'être joué. Donc c'est une gaffe encore plus probable. Si on leur dit maintenant que c'est des joueurs à 28,53 et toujours 2077, dernier test sur cette partie, and je lance la machine. Cette fois-ci, Oracle nous dit que dame prend un chat est le coup le plus probable avec 40% de chance d'être joué et GPT, lui, n'a toujours pas changé sa probabilité de 0,28. Donc c'est là la force d'Oracle et le problème de GPT. GPT est globalement très bon mais ne calcule pas. Oracle corrige ça grâce au calcul de Stockfish. Comme une image vaut mieux qu'un long discours, voici le diagramme qui résume le fonctionnement d'Oracle. Comme un humain, il utilise l'intuition et l'analyse. L'intuition, c'est GPT qui s'en occupe en donnant les coups candidats et les probabilités a priori. L'analyse est effectuée par Stockfish qui évalue les coups candidats et Oracle modifie les probabilités a priori données par GPT en fonction des évaluations de Stockfish. J'en profite pour vous dire que tout ce que je vous dis là et bien plus encore, je l'ai écrit dans un très long article pour l'instant disponible qu'en anglais où je détaille tout ce que je vous dis et bien plus encore. Notamment, je parle en long et en large des évaluations aux échecs et de pourquoi j'ai choisi ce fameux expected score, ce score attendu plutôt que les centipions, une mesure que je trouve obsolète. Et maintenant, on va voir quelque chose que je trouve passionnant en lien avec la sagesse des foules. On va voir déjà la Move Matching Accuracy, donc le taux de prédiction d'Oracle et de GPT. GPT en orange, Oracle en violet.
pour les différents ensembles de parties dont j'ai déjà parlé dans la vidéo. On voit que globalement, GPT est déjà excellent et surtout au niveau amateur, Oracle ne modifie et n'améliore le taux de prédiction de GPT que marginalement. Au top niveau, c'est bien plus criant, mais au niveau amateur, on voit que la différence est marginale. Mais par exemple, si on prend déjà l'excellent niveau, même si c'est des boulettes, bon, c'est les deux meilleurs joueurs au monde, Magnus et Nakamura. Donc si, comme je le prétends, Oracle en violet joue au même niveau que Magnus et Naka quand on lui demande de prédire leur coup en boulette, si c'est bien le cas et que GPT a un taux de prédiction à peine inférieur, est-ce que ça veut dire que GPT, un prédicteur de texte également, peut jouer aussi bien que les deux meilleurs joueurs humains au monde? Alors non, pas du tout. Et c'est ce paradoxe qu'on va explorer. Pour ça, on va catégoriser les coups effectivement joués par les joueurs en bleu, des coups prédits par GPT en orange et des coups prédits par Oracle en violet, en bons coups et mauvais coups. Les bons coups sont à gauche et utilisent cette échelle qui va de 0 à 100 à gauche, et les mauvais coups sont à droite et utilisent cette échelle qui va de 0 à 10. On voit que le taux de bons coups est plus ou moins équivalent pour les trois. GPT un peu en dessous, mais c'est pas ça qui fait vraiment la différence de niveau. Ce qui fait la différence de niveau, c'est le taux de gaffe. Et on voit que GPT gaffe bien plus que les joueurs ou que Oracle. Et donc, en moyenne, ce qui détermine notre niveau, c'est pas tant notre capacité à trouver des bons coups que notre capacité à ne pas jouer de gaffe. Et donc, en moyenne, on obtient cette perte de score attendu, qui est un peu l'équivalent de la perte de centipion moyenne. Donc, plus c'est petit, mieux on joue. On voit que les joueurs, donc Magnus Naka et Oracle, ont un score équivalent de 39 et de 37. C'est presque pareil, alors que GPT a un score bien plus élevé, c'est-à-dire bien plus mauvais. C'est encore plus criant cette différence dans les parties de top niveau. Donc là, si on prend le championnat du monde, Ding et Nepo, on voit que GPT fait quand même sensiblement moins de bons coups, mais la différence n'est pas tant là que dans le taux de gaffe. On voit énormément plus élevé et le taux d'erreur bien plus élevé lui aussi chez GPT que chez les joueurs ou que chez Oracle. En moyenne, Oracle joue cette fois-ci un peu mieux que les joueurs quand elle prédit les coups du championnat du monde, mais GPT joue bien plus mal. Et ça, c'est quelque chose que je trouve, une curiosité que je trouve passionnante. C'est la même chose, mais cette fois-ci pour les joueurs du PogChamps, donc niveau moyen, 900 Elo sur chess.com. On voit que là aussi le taux de bon coup est plus ou moins équivalent. Cette fois-ci, c'est les joueurs qui en font un peu moins, mais surtout la différence se fait au niveau des gaffes. Mais cette fois-ci, c'est les joueurs en bleu qui commettent bien plus de gaffes. Et en moyenne, ça se répercute. Oracle en violet et GPT en orange jouent bien mieux que les joueurs eux-mêmes quand ils essayent de prédire leur coup. Et ça, c'est dû à la sagesse des foules. C'est ce qu'on va voir avec quelques exemples d'erreurs prédictibles et d'erreurs pas prédictibles. Prenons l'exemple de cette partie jouée lors du dernier PogChamps. Le meilleur coup de la position, tenez-vous bien, c'est cavalier D5, sacrifie la dame avec l'idée dame prend C6, cavalier E7, fourchette, la regagne, et de C6, le cavalier protège son pion et attaque les deux pions noirs. Alors autant vous dire que les blancs avec leur 717 Elo n'avaient que très peu de chances de trouver ce coup. On va demander à Oracle ce qu'elle en pense et on va lui demander de nous prédire non pas 3 coups comme d'habitude mais 12 et de donner également les probabilités non modifiées de GPT. Oracle prédit que Dame 8 échec, qui est une gaffe, est le coup le plus probable, comme d'ailleurs GPT, les probabilités sont quasiment identiques. Cavalier D5, le meilleur coup, à 4,45% de chance d'être joué d'après Oracle, 2,83 d'après GPT. Qu'ont joué les blancs dans la partie? Eh bien, sans grande surprise, Dame 8 échec. C'est une gaffe, certes, mais c'est une gaffe prévisible. Alors, une manière d'interpréter
toutes ces probabilités, c'est d'imaginer qu'on soumette cette position à 100 joueurs du niveau des blancs. On leur demande quel coup est-ce que vous feriez dans cette position. A priori, la réponse qu'on entendra le plus fréquemment sera cette gaffe dame 8 échec. Et si quelques joueurs trouvent cavalier d5, ils seront vraiment pas nombreux. Prenons un autre exemple. Dans cette position, toujours issue du PogChamps, les blancs ont joué dame h6, qui est une gaffe, mais qui paraît une gaffe assez aléatoire, hein, d'aller emmener la dame en h6 toute seule en attaque, alors que ça donne le cavalier e5. Le meilleur coup de la position, c'était fou prend c6. Alors que nous prédit Oracle dans cette position? On lui demande pareil les 12 coups les plus probables avec les probabilités non modifiées de GPT. Et cette fois-ci, elle nous donne fou prend c6 comme coup le plus probable. Donc le meilleur coup est, d'après Oracle, d'ailleurs comme d'après GPT, le coup le plus probable. Et on voit que les 11 autres coups sont mauvais. Soit c'est des erreurs, soit c'est même des gaffes. Mais en tout cas, ils sont tous mauvais. Et le coup dame h6 n'a que 2,33% de chance d'être joué. Donc cette situation, elle est assez paradoxale, parce que fou prend c6, c'est le coup le plus probable, mais c'est moins de 50%. Donc en fait, quand un joueur du niveau des blancs à 900 Elo a cette position, il faut s'attendre à ce qu'il fasse une erreur, voire une gaffe. Mais il y en a tellement de possibles qu'on ne peut pas prédire laquelle. Et donc là, on a un phénomène de sagesse des foules. Pourquoi? Imaginez qu'on demande à 100 joueurs du niveau des blancs ce qu'ils joueraient dans cette position. Individuellement, la grande majorité va commettre une erreur ou une gaffe. Individuellement, ils sont plutôt mauvais. Mais s'ils font un vote et qu'ils choisissent le coup le plus fréquemment joué par chacun d'entre eux, le plus probable, c'est qu'ils se retrouvent à choisir fou prend c6, à savoir le meilleur coup. On a donc un phénomène de sagesse des foules qui d'ailleurs a été étudié par exemple en 1999, je crois. Garry Kasparov a affronté le monde entier avec un système de vote. Il a fini par gagner la partie, mais c'était une partie très disputée. Et ce qui montre bien le phénomène de sagesse des foules pour des joueurs amateurs aux échecs. Donc en résumé, petit diagramme, à bas niveau, l'incapacité à calculer de GPT n'a pas d'importance. À haut niveau, l'incapacité à calculer de GPT est importante. À bas niveau, on trouve beaucoup de gaffes imprévisibles. À haut niveau, il y a évidemment peu de gaffes imprévisibles. Du coup, à bas niveau, il y a un fort effet de sagesse des foules, alors qu'à haut niveau, l'effet de sagesse des foules est faible. À bas niveau, GPT prédit des meilleurs coups que ceux réellement joués. À haut niveau, GPT, qui ne peut pas calculer, prédit des pires coups que ceux réellement joués. À bas niveau, Oracle, comme GPT, prédit des meilleurs coups que ceux réellement joués. À haut niveau, Oracle prédit des coups de force équivalentes. C'est un peu pour ça qu'elle est programmée. Pourquoi est-ce que j'ai appelé mon programme Oracle et pourquoi est-ce que je la joue au féminin? C'est parce que tel l'oracle de Matrix, ces prédictions font souvent l'effet de la magie, alors qu'en réalité, ce sont juste le résultat de calculs effectués par un programme informatique. Ce programme, je vous le rappelle, je l'ai mis en open source, en accès libre et gratuit, et vous pouvez télécharger son code à partir de mon GitHub afin de l'exécuter ou de le modifier à votre guise. Tout ceci m'a demandé des centaines et des centaines d'heures de travail. Pendant des mois et des mois, j'ai investi énormément en argent directement parce que la version de GPT utilisée est payante et indirectement en manque à gagner parce que ça m'arrivait de passer 10 à 12 heures à travailler sur Oracle et du coup, vous l'aurez remarqué, j'ai fait beaucoup moins de vidéos et j'ai donné également beaucoup moins de cours. Si jamais vous voulez me soutenir et soutenir Oracle ou simplement me remercier de cette vidéo, vous pouvez le faire avec un don sur Tipeee ou sur PayPal. Je vous en serai évidemment éternellement reconnaissante. J'ai besoin de votre soutien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite également à la partager et à la liker si vous l'avez appréciée, ce que j'espère du fond de mon cœur. Et je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!